Salut! Alors, la suite de cette 23e journée de championnat qui a commencé probablement avec l'un des tout meilleurs matchs depuis le début de cette Ligue 1 entre Lens et Monaco. Vraiment un match remarquable d'intensité avec, comme en Coupe de France, un super début de match de Monaco qui a mené 2-0, d'abord sur un très joli but de Balogun qui a bien résisté à Danso, puis un but contre son camp de Samba sur un tir ou un centre, on ne sait pas d'ailleurs, de Minamino. Et puis les Lensois qui avaient quand même vécu une grosse désillusion à Fribourg en Europa League cette semaine, ont su réagir. Wai a réduit le score 2 minutes après le but de Samba contre son camp. Saïd a égalisé à bout portant en deuxième période. Et puis il y a eu ce penalty accordé pour moi fort justement par Monsieur Letellier qui a fait un bon match. Sachant qu'il a aussi refusé, après l'avoir visionné à la VAR, un penalty sur Sotoka qui s'est fait marcher sur le pied. Mais au moment où il se fait marcher sur le pied, il a totalement perdu le ballon. Donc pour moi, c'est une bonne décision de Monsieur Letellier. Sur ce penalty, pour les Monégasques, pourquoi c'est Balogun qui a tiré alors qu'il en a déjà raté 3 cette saison? Je comprends pas. Donc il l'a tiré aussi mal que d'habitude et il l'a raté. Et puis Minamino, lui, a réussi un but extraordinaire dans les arrêts de jeu pour donner la victoire à Monaco. Monaco qui est donc totalement schizo dans ce championnat. Tu perds contre n'importe qui à domicile et tu gagnes à Nice, à Lens. C'est un parcours totalement illisible. Et même si j'avais pronostiqué la victoire de Monaco à Lens, on dit pas merci à Monaco pour les pronos légendaires. Dans les matchs de 15 heures, Nice, qui avait quand même une très belle occasion de rester dans le peloton de tête, a fait un non-match total contre Clermont. En plus, ils peuvent remercier Boulka qui a arrêté un penalty de Nicholson. Mais franchement, revenons à ce qu'on disait quand cette équipe de Nice n'encaissait jamais de but et trouvait toujours le moyen d'en marquer un. On disait que c'était magnifique et tout. Et là, on s'aperçoit que lorsque c'est à eux de faire le jeu, même contre une équipe qui est lanterne rouge du classement, y a rien. En plus, il faudra m'expliquer comment Farioli, qui doit gagner absolument à domicile, commence le match sans Mofi, sans Boga et sans Laborde. Non, pas sans Boga, sans Laborde et sans Mofi. Donc c'est vraiment très incompréhensible et une performance extrêmement décevante des Niçois. Les Rémois ont vécu un match très contrasté au Havre, où ils ont ouvert le score par Daramy après que Diakité ait vendangé 3 très belles occasions. Pourtant, c'était plutôt les Havrais qui dominaient, notamment au début de match. Ils ont égalisé sur un penalty, une panenka de Touré, avant que Daramy ne donne la victoire à 1 sur un penalty à retirer. Il faudra m'expliquer pourquoi ce penalty a été retiré, parce que Gorgelin avance un tout petit peu, il y a un joueur qui rentre d'1 mètre dans la surface. Mais d'une manière générale, dans cette journée, on s'aperçoit que les arbitres de champ ont été beaucoup plus consultés la VAR que d'ordinaire. C'est peut-être un signe d'amélioration dans l'arbitrage. Toulouse a donc beaucoup capitalisé sur ce très bon match, malgré le 0-0 contre Benfica en Coupe d'Europe. Pourtant, ils étaient menés à la mi-temps par un joli but d'Haraldsson, son premier sous les couleurs du LOSC. Mais en deuxième période, les 3 changements ont été très bénéfiques pour
pour Toulouse, qui a réussi à vraiment mettre la pression, et les buts se sont enchaînés. Un but de Mawissa Elebi, enchanté de vous connaître. Un penalty d'Hiro et un but un joli piqué de Dalinga. C'est une victoire très importante pour les Toulousains, qui remontent à la 11e place et qui surtout prennent un petit peu d'avance par rapport à la meute des poursuivants à 25 points. Et puis à 17h, le PSG et Rennes ont fait match nul. Rennes qui a ouvert le score sur un but exceptionnel de Gouiri en première période, grand pont sur Danilo, extérieur pied droit dans la lunette de Donnarumma. C'est la seule occasion des Rennais dans cette première période, mais il faut reconnaître aussi que dans le même temps, les Parisiens ne se sont créés qu'une occasion avec un tir de Vitinha bien repoussé par Mandanda. Alors moi je veux bien Luis Enrique en conférence d'avant-match nous a fait l'apologie de la rotation, mais bon, à un moment donné, je veux bien la compo d'équipe du départ avec Marquinhos au repos, Zahir Emery sur le banc, Ugarte sur le banc, ok, pourquoi pas. Mais quand tu ajoutes de la rotation à la rotation, en sortant Dembélé et Mbappé à 30 minutes de la fin, je pense que c'est trop. Et quand on se farcit Ruiz pendant 90 minutes, qui ne sait faire des passes à 10 mètres, c'est très compliqué de trouver de la profondeur. Cette équipe qui a pourtant de la vitesse, avec des 3 attaquants hyper rapides, mais si tu les sers jamais dans le sens du jeu, tu n'y arrives pas. Et il a fallu un penalty dans les arrêts de jeu de Ramos pour une faute de Mandanda sur Ramos pour que Paris égalise. Alors il y avait Monsieur De Chepi a été voir 2 fois la VAR sur 2 situations de penalty pour le PSG. Le premier pour une faute de Gueda Doué sur Ramos, où il ne l'a pas donné. Je pense qu'il avait raison, même si au départ Colomboigny est poussé. Et sur le deuxième, moi je vois plus une faute de Sédou juste avant Mandanda, mais bon, comme il donne carton jaune à Mandanda, Monsieur De Chepi estime que la faute est de Mandanda. On va dire qu'un demi-penalty plus un demi-penalty, ça fait un penalty, mais bon, les Rennais pourront râler. Les Rennais qui ont fait un bon match, parce que lui aussi, Julien Stéphan avait fait beaucoup de rotations, mais il avait une équipe très bien organisée et qui est pas sortie contre cette équipe de Paris, et Paris déteste ça. Donc voilà, c'était pas le match du siècle, joué sous une pluie assez terrible, mais heureusement dans cette journée il y a eu ce super Lens Monaco. Et puis pour se terminer ce dimanche, Marseille a remporté sa première victoire de l'année 2024 en Ligue 1, en dominant très facilement Montpellier, même si les Marseillais étaient menés au score au repos. Il faut aussi dire que les Montpelliérains avaient touché 2 fois le poteau et a ouvert le score pour un but de Tamari sur une nouvelle action de génie de Gigot qui a dégagé le ballon en chandelle et qui a provoqué l'ouverture du score de Tamari. Mais l'OM, évidemment, j'ai l'impression que c'est tellement évident que Marseille est plus à l'aise avec les joueurs de l'effectif en 3-5-2 qu'en 4-4-2 ou 4-3-3. Il est évident que le dispositif mis en place par Jean-Louis Gasset a porté ses fruits, et non pas fruits, j'ai tout compris. La bonne idée, c'est d'avoir mis Sarr en piston droit, parce que comme de toute façon il n'y avait pas d'attaquant côté gauche, côté Montpellierin, il avait toutes les libertés pour aller provoquer
la défense montpelliéraine. L'égalisation est venue d'un joli but plein de détermination d'Ndiaye. Ensuite, il y a eu le but facile d'Aubameyang, bien servi par Bamba, le péno d'Aubameyang, et enfin un but de Falaï Sako contre son camp. La semaine prochaine, il y a un Montpellier-Strasbourg qui va coûter très cher. Quant à Marseille, cette victoire leur permet de se replacer et d'espérer peut-être pouvoir, si cette série venait à se prolonger, se mêler aux joutes européennes, enfin aux places européennes en fin de saison, ce qui est déjà pas mal. C'est quand même une belle semaine pour Marseille qui change franchement le paysage. Vous avez entendu Edison bois. C'est pour ça que ça fait du bruit. Voilà les amis, le pouce, on s'abonne. À demain pour Face à Pierrot. Bye bye.